Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, je vous emmène au Maroc. Le Maroc fait partie du Maghreb, c'est-à-dire la région d'Afrique située au nord du désert du Sahara. De l'autre côté du détroit de Gibraltar, l'Espagne ne se trouve qu'à 14 km. Sa population de 37 millions d'habitants est presque toute de confession musulmane. La géographie du Maroc est extrêmement variée. Le pays est bordé par l'Atlantique et la Méditerranée. On y retrouvera donc un grand nombre de stations balnéaires. Le centre du pays est très montagneux et ses plus hauts sommets sont régulièrement couverts de neige en hiver. Finalement, le Maroc inclut la partie occidentale du désert du Sahara. Notre visite débutera dans la ville de Tétouan, dans le nord du pays. La ville existe depuis 2500 ans. Comme Tétouan est situé au nord et que le Maroc a longtemps été sous protectorat européen, il n'est pas surprenant qu'on y retrouve encore beaucoup d'influences espagnoles. Plusieurs de ses habitants parlent espagnol, en plus de l'arabe qui est la langue officielle. On visite surtout Tétouan pour sa médina, la vieille ville. Quel labyrinthe extraordinaire! Et en arrivant à Tétouan, bien que nous avions l'adresse où nous avions réservé, impossible de trouver l'endroit. Il a fallu que le propriétaire vienne nous chercher au marché de la ville. Même après 2 jours dans la ville, il est difficile de s'orienter dans la médina. On doit dire qu'il y fait toujours sombre. Il y a peu d'ouvertures qui permettent à la lumière de pénétrer. Les ruelles et les habitations se ressemblent toutes. L'expérience est un peu inquiétante. Peu importe, la visite de la médina mérite l'effort. On pourrait passer des jours à se perdre dans ce dédale de ruelles et de cul-de-sac, à visiter les différentes boutiques qui vendent de tout, à partir des omniprésentes babouches en cuir jusqu'aux lanternes de métal. La médina de Tétouan est classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Pour vivre une expérience plus authentique, nous avons décidé de loger dans un riad. Le riad est l'habitation traditionnelle du Maroc. Le plus souvent, il s'agit d'anciennes habitations de riches Marocains qui ont été transformées en auberges particulières. Ce sont des endroits intimes parce qu'on y trouve très peu de chambres. Les riads sont entièrement refermés sur l'intérieur. L'extérieur est généralement très banal, mais à l'intérieur, on y trouve toujours une cour intérieure, souvent couverte par un dôme en verre. Les chambres donnent sur la cour intérieure où on entend souvent de la musique arabe. La plupart des riads servent les repas. Ensuite, nous prendrons le bus local avec les gens de la place pour nous rendre dans un autre endroit fort original. Un autobus entre 2 villes au Maroc est une belle occasion de s'imprégner dans l'atmosphère du pays. Nous avions entendu dire que la ville de Chefchaouen était connue comme la ville bleue. Mais il faut vraiment voir ça. La ville est pratiquement toute peinte en bleu, et un bleu éclatant, presque phosphorescent. On n'arrête pas de prendre des photos. La ville est plus touristique que Tétouan. Les artisans et les vendeurs sont beaucoup plus nombreux. Comme le tourisme est la principale source de revenus des gens de la place, c'est ici qu'il faudra apprendre à dire non, ou à marchander. Parce que, comme dans tous les pays arabes, le prix unique n'existe pas. On négocie, on marchande, et il n'est pas rare que le prix final corresponde au quart du prix demandé à l'origine. Ce qui peut bien sûr prendre un certain temps. Mais du temps ici, on en a beaucoup. Et le marchandage fait aussi partie du folklore. Les influences arabes, berbères et espagnoles sont présentes dans la nourriture marocaine. Comme plusieurs cuisines méditerranéennes, on y retrouve beaucoup de légumes et de lentilles. L'agneau et le bœuf sont les viandes les plus appréciées. Quant au porc, il est interdit par la religion. Les plats qu'on rencontre le plus souvent sont les couscous et les tagines. La nourriture marocaine est très goûteuse. Il suffit de se promener quelques minutes dans n'importe quel souk pour comprendre pourquoi. Le Maroc est le pays des épices. Partout on voit ces grands étalages d'épices, toujours vendus en vrac,
où les couleurs et les odeurs se marient à l'infini. Un vrai régal autant pour les yeux que pour le nez. Nous irons ensuite passer quelques jours dans la ville de Fès. Fès est une ville extraordinaire, une des villes impériales du pays. Encore ici, nous avons choisi de résider dans un riad en plein cœur de la Médina. Tous les jours, nous nous sommes donc perdus dans le souk. Un souk est un immense marché qui s'adresse autant aux locaux qu'aux touristes. On y trouve absolument de tout. Des produits alimentaires de toutes sortes, beaucoup d'épices, de l'artisanat, bref, tout ce dont on a besoin et qu'on n'a pas besoin. Dans un souk, le bruit est assourdissant. Les vendeurs annoncent leurs produits à haute voix et chacun essaie de se faire entendre. En plus, les odeurs de bouffe se mêlent à celles des épices et du cuir. Le sol n'est pas pavé et chacun tente de se frayer un chemin du mieux qu'il peut. En plus des milliers de passants et de touristes, on rencontre des bicyclettes, des motos et aussi des charrettes tirées par des ânes. Finalement, si le souk est très facile à trouver, il est beaucoup plus difficile d'en sortir. Impossible de ne pas se perdre dans ces ruelles qui se ressemblent toutes. Mais on ne panique pas. Il se trouve toujours, on pourrait dire par hasard, un jeune garçon qui ne demande pas mieux que de vous aider à retrouver votre chemin. Moyennant quelques dirhams, il va sans dire. Le souk de Fès a une caractéristique particulière. On y retrouve plusieurs tanneries de cuir. La tannerie de Chouara est la plus imposante et mérite quelques heures de visite. Elle existe depuis plus de 1000 ans et on dirait que peu de choses ont changé depuis tout ce temps. Nous l'avons visitée en compagnie d'un jeune homme de la place. Ce qu'on y voit est parfaitement renversant. Des terrasses ont été aménagées sur les toits pour pouvoir assister à toute l'opération. On nous explique que les pots sont d'abord trempés dans un mélange d'urine de vache, de chaux vive, d'eau et de sel. Les pots sont trempés durant 2 à 3 jours, après quoi on enlève à la main les excès de poils et de graisse. Regardez, monsieur, il y a là-bas, juste à la terrasse, pour voir le deuxième travail. Les gens qui font la peau avec les bacs. Ok. Pour prendre des photos et pour voir les gens qui font. Travaille fort. Oui, il travaille fort. Oui, C'est beaucoup d'ouvrage. beaucoup d'orage. Les pots sont ensuite trempés dans un autre mélange d'eau et d'excréments de pigeons. Le tanneur utilise ses pieds nus pour malaxer les pots durant plusieurs heures pour les rendre plus souples. Finalement, les pots sont placés dans de grandes cuves contenant toutes sortes de colorants naturels. Le rouge provient de la fleur de pavot, le vert provient de la menthe et le jaune du safran, et ainsi de suite. Je vous laisse deviner toutes les odeurs que cette usine dégage. La visite de la tannerie a été une belle découverte du voyage, et on peut vous assurer que le métier de tanneur n'est pas un travail de tout repos. Bien que les souks furent construits il y a fort longtemps, avec aucun plan d'architecture, on y voit quand même plusieurs constructions intéressantes. Le souk comporte plusieurs portes d'entrée qui sont le plus souvent de véritables pièces d'architecture, des portes monumentales construites à l'époque des sultans. On y voit également plusieurs médersas à l'architecture remarquable. La médersa est une école où on enseigne le Coran. Après quelques jours à se perdre dans la Médina et le souk de Fès, il est grandement temps de changer d'air. Nous avons fait appel à un guide privé, un berbère. Direction le désert. Les Berbères sont une ethnie autochtone d'Afrique du Nord. On les appelle quelquefois aussi les Maures ou les Numides. Fondamentalement, les Berbères sont des nomades, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des habitations de toile faciles à transporter. Ils se déplacent donc régulièrement d'un endroit à un autre en fonction des migrations animales et de la disponibilité de l'eau. En compagnie de notre guide berbère, nous avons donc pu facilement visiter des campements. Nous avons même eu droit à un repas dans une famille berbère, une expérience vraiment authentique. Nous avions décidé de passer 3 jours dans le désert du Sahara, et ça ne se fait pas sans guide. Dans son Jeep, notre guide nous a trimballés d'un endroit à un autre en nous expliquant la vie difficile des nomades du désert. Le soir, nous couchions dans des campements aménagés pour les touristes dans un confort très correct.
Un soir, en plein désert, nous avons eu droit à un concert de musique berbère. Évidemment, nous n'avons pas manqué de faire une très longue balade de plusieurs heures à dos de dromadaire. Une belle expérience, mais un peu éreintante pour certaines parties sensibles de notre anatomie. La visite du désert ne se fait pas sans quelques arrêts dans des oasis. Assez impressionnant, en plein désert aride, de se retrouver dans un espace vert rempli de sources d'eau, de palmiers et autres arbres fruitiers. On visitera également une casbah. Il s'agit d'anciennes installations militaires fortifiées que l'on peut visiter comme un musée. La culture berbère fait une place importante à la confection de tapis de laine. Les femmes berbères sont réputées pour la fabrication de tapis. On se transmet les techniques de mère en fille. Il faut mettre beaucoup de temps pour fabriquer un tapis et souvent la jeune femme l'apporte comme dot lors de son mariage. Les tapis berbères sont très colorés et souvent ils affichent les symboles du clan. Les tapis sont décoratifs mais aussi très utilitaires. Ils protègent du froid en hiver et sont également très utiles pour s'asseoir sur le sable. On voit des tapis à vendre partout et ils se vendent à prix fort. En quittant le désert, on arrivera à la ville impériale par excellence du Maroc, Marrakech. Sans aucun doute l'endroit le plus surprenant du pays. Marrakech, qu'on appelle la Ville Rouge, fut la capitale du Maroc pendant 350 ans. Sa médina existe depuis 900 ans. Ses souks comptent plus de 2600 marchands et artisans de toutes sortes. Encore ici, on se perd durant des heures à essayer de trouver le meilleur souvenir au meilleur prix. Les souks de Marrakech sont l'endroit parfait pour acheter nos souvenirs du Maroc. Une couverture berbère, un bijou illustrant la main de Fatima, quelques bouteilles d'huile d'argan, ou encore mon choix personnel, une belle paire de babouches typiquement marocaines de fabrication locale. Pour acheter notre souvenir de voyage, nous avons dû revenir 3 fois chez le même marchand pour finalement obtenir un prix qui nous convenait. Au centre de la Médina, la place Djemma El Fna est absolument extraordinaire. Quel endroit dépaysant! Une cacophonie de marchands qui vendent leurs produits à la criée, mélangés au bruit de klaxons incessants. Bien sûr, nous nous sommes arrêtés quelques minutes pour assister au très touristique spectacle de charmeurs de serpents, ce qu'on ne ferait pas pour quelques dirhams. Durant notre voyage au Maroc, nous aurons plusieurs fois l'occasion d'assister à des spectacles de folklore, des chants et des danses tribales, toujours accompagnés de tam-tam. Le Maroc est également réputé pour son huile d'argan. On rencontre des vendeurs d'huile d'argan absolument partout, dans les épiceries, les pharmacies et surtout dans les souks, évidemment. L'argan est une noix qui provient d'un arbre qui existe en grande quantité au Maroc. Elle est utilisée en cuisine et aussi dans de nombreux produits cosmétiques. On lui confère des propriétés hydratantes qui, paraît-il, retardent le vieillissement de la peau. On voit régulièrement au Maroc des femmes extraire l'huile d'argan avec des moulins très rudimentaires. Finalement, au Maroc, les chèvres grimpent aux arbres. Attirées par les noix d'argan, on voit régulièrement de nombreuses chèvres juchées dans les arganiers pour se nourrir. Un spectacle vraiment surprenant, comme tout ce qu'on voit au Maroc finalement. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog Voyage, dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.